point sur l'actualité politique en Guinée-Conakry en 15 minutes. Du sommet à la base, c'est dans votre émission Oroya Politique. Tous les jeudis, retrouvez Sarah Dikondi pour un quart d'heure dans le débat politique. 17h, 17h15, des personnalités de la classe politique guinéenne ainsi que les cadres du gouvernement actuel vous donneront de mieux apprécier le thermomètre de la politique locale. Oroya Politique, ensemble, relevons le défi de la bonne gouvernance. Émission à suivre également sur nos différentes plateformes numériques. Bonsoir, aimables téléspectateurs. Bienvenue dans votre émission Oroya Politique. Vous le savez, c'est une émission qui vous met au cœur de l'actualité sociopolitique et administrative de notre pays. C'est tous les jeudis à partir de 17h sur l'ensemble de nos différentes plateformes digitales, la chaîne YouTube, le site www.journaloroya.net et une partie en version écrite à retrouver dans les colonnes du journal Oroya. Nous recevons pour vous comme invité M. Moussa Koulibaly. Il est spécialiste en électricité et consultant. Avec lui, on fera le point autour des problèmes qui assaillent le secteur énergétique, mais aussi celui du délestage qui bat son plein actuellement dans le pays. Merci de votre fidélité au quotidien national Oroya. C'est parti pour un quart d'heure d'émission. Ensemble, relevons le défi de la bonne gouvernance. Émission à suivre également sur nos différentes plateformes numériques. Monsieur Koulibaly, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Kone. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Monsieur Koulibaly, avant d'entamer cette émission, faites-nous un résumé de votre parcours. Merci. Je suis ingénieur électricien, diplômé de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Ensuite, après l'obtention de mon diplôme, j'ai eu à travailler dans la vie active, notamment en Guinée. D'abord, ça m'a conduit à Ingélec, où j'étais responsable en maintenance, tout ce qui était site où des clients qui possédaient des groupes électrogènes au sein de leur entreprise, au sein de leur domicile. Pendant plusieurs années, j'étais responsable de base en province, avec plusieurs déplacements. Ensuite, je me suis retrouvé à Caterpillar, où j'ai aussi travaillé comme responsable en maintenance, toujours la supervision, le contrôle des équipements électriques, électromécaniques, etc. Donc, dans ce processus, j'ai participé également au projet Kalita. Le projet Kalita, quand il est arrivé, donc j'avais été recruté avec le personnel de construction, notamment les équipes chinoises, mais aussi les équipes guinéennes. On a participé à la construction notamment de la ligne 110 kV qui part du poste de Manéa au poste de Tombo. À la suite de ce travail, j'ai obtenu une bourse de formation pour aller étudier à l'université Hohai, ça c'est en Chine. Une université réputée mondialement à travers les compétences, notamment en hydroélectricité, mais aussi en électricité des barrages. À la suite de cette formation, on a été recruté dans le cadre du projet Swapiti, où le maître d'ouvrage a décidé de recruter le personnel guinéen à la suite de la construction pour participer à l'exploitation des ouvrages. À la suite de cette formation, on est rentré. J'ai travaillé tout de suite sur le projet Swapiti. Le chantier en ce moment, on était en construction. Ça c'était en 2020. Le chantier n'était pas achevé. Ensuite, j'ai participé aussi à la maintenance du groupe numéro 2 de la centrale hydroélectrique de Kalita, où on a procédé aux révisions, etc. etc. À la suite de ça, j'ai aussi travaillé à la centrale électrique de la tannerie, où j'étais ingénieur électricien. On a participé à la construction du poste électrique, mais aussi de la centrale thermique de 50 MW. À la suite de ça, je me suis retrouvé aussi comme coordinateur technique sur le projet de construction du poste électrique de Kisoso, 2 fois 50 MW, 110-20 kV. Donc on a mené à terme à ce projet. À la suite de ça, j'ai travaillé également dans les mines pendant plusieurs mois où on s'occupait des opérations portuaires, etc. et l'exportation de la bauxite. Après, j'ai travaillé aussi sur le projet d'interconnexion électrique Guinée-Mali, où j'ai travaillé comme expert électrique, notamment le volet électrification rurale pendant plusieurs mois, plusieurs projets en même temps, comme consultant
Il arrive que je sois consulté, il arrive que mon expertise soit demandée sur plusieurs segments, notamment avec l'entreprise en charge aujourd'hui de la commercialisation et la distribution du courant électrique en Guinée, qui est EDG, mais aussi avec les différents projets d'interconnexion, comme je viens de dire, le projet d'interconnexion électrique Guinée-Mali. En gros, ça résume un peu mon parcours. Mais au-delà de ça aussi, je donne cours à l'université où je suis chargé de cours d'électricité avec les étudiants. C'est un échange interactif très intéressant. À la suite de ça aussi, je suis aussi auteur de mon tout premier essai littéraire qui s'intitule Au cœur de la bataille énergétique de la République de Guinée. Donc, dans cet ouvrage édité par l'Harmattan Guinée, je retrace de long en large l'évolution du système électrique de la Guinée, à savoir tout ce qui est infrastructure de production, de transport, de distribution, jusqu'à la commercialisation du courant électrique en République de Guinée. Bien, de bel parcours. Alors, la toute première question de cette émission, M. Coulibaly, le secteur énergétique est l'un des piliers importants dans le processus de développement d'un pays. Vous, en tant que spécialiste en la matière, quelle stratégie vous proposez au gouvernement de la transition pour l'amélioration de la qualité et de la desserte en courant électrique sur toute l'étendue du territoire national? Très belle question, et même bien avant, au XXe siècle, où l'électricité a fait son apparition. Mais je tiens à vous rappeler que l'électricité existe déjà dans la nature. Pour preuve, lorsqu'il y a la foudre, lorsqu'il y a le tonnerre dans le ciel, quand il pleut ou voilà, quand il menace de pleuvoir, ça c'est aussi de l'électricité, mais sous forme naturelle, qu'on n'arrive pas pour l'instant à maîtriser ou à canaliser. Maintenant, on a essayé de reproduire à travers des phénomènes physiques, l'apparition ou la production de l'électricité. Donc, de nos jours, l'électricité est la base de la vie moderne. Ceci dénote que dans la vie de tous les jours, que ce soit à la maison, que ce soit dans nos différentes entreprises, à savoir une unité industrielle, à savoir un bureau, à savoir un centre de prestation, la plupart des objets qui nous entourent fonctionnent à base d'électricité. Donc, par conséquent, dès qu'il y a une interruption de la fourniture de l'électricité, il y a plusieurs objets aujourd'hui que nous ne pouvons pas utiliser parce que nous n'avons pas d'électricité. Et si nous prenons tous les secteurs de la vie aujourd'hui, tous les secteurs industriels, le secteur technologique, le secteur de transformation, le secteur de développement, le secteur de création, le secteur éducatif, la santé, le transport, on ne peut pas se passer de l'énergie électrique. Ceci dit, c'est indispensable. Évidemment, c'est incontournable aujourd'hui. Ouais. Bon, dans les sociétés développées, par exemple, si vous prenez les pays du Nord, les pays développés aujourd'hui, nous avons pratiquement une alimentation sans interruption. La dernière coupure d'électricité remonte à plusieurs années. Et quand cela arrive, les conséquences sont tirées. Et je m'en vais vous dire que cela est très rare. Parce que quand vous prenez un pays comme les États-Unis, un pays comme la France, si vous évaluez, ou bien vous arrivez à analyser les conséquences d'une coupure d'électricité, rien que pendant 5 minutes, cela s'élève à des milliards d'euros ou de dollars. Parce que leur société est développée. Vous comprenez? Maintenant, chez nous qui sommes un pays en voie de développement, on essaie tant bien que mal de se passer de l'électricité, plus ou moins. Par exemple, si nous prenons Conakry, je vais vous dire que le besoin aujourd'hui en électricité à Conakry n'est pas forcément égal au besoin d'électricité quand vous vous retrouvez à Koundara, ou bien quand vous allez à Lola, dans un village reculé, ou bien quand vous allez dans un village à Djendé, dans Gekedou. Parce que les localités diffèrent. Les localités diffèrent, parce que ces populations ont moins d'appareils aujourd'hui qui fonctionnent à base d'électricité. Donc, ils réussissent à se passer de l'électricité. Mais la différence avec Conakry est qu'aujourd'hui, Conakry est la vitrine industrielle et la vitrine économique de la Guinée. Donc, on ne peut pas se passer de l'électricité, ou difficilement on peut se passer d'électricité. Alors, ce qui arrive, les pays en voie de développement
notamment la Guinée. Et je vais vous faire une anecdote. Dans le monde, on a estimé à environ, dans le monde, quand vous prenez, disons dans la globalité, environ, on considère qu'une personne sur 10 n'a pas encore accès à l'électricité. Donc, d'après ces statistiques aussi, on constate que environ 80% des personnes qui n'ont pas accès à l'électricité se trouvent en Afrique subsaharienne, dans la zone subsaharienne. Donc, ça veut dire que environ la moitié de la population africaine, aujourd'hui, la population est estimée à 1,4 milliard. Donc, on estime environ 700 millions 700 millions d'Africains subsahariens qui n'ont pas accès à l'électricité. Donc, par ricochet, on voit que le continent africain est le continent le moins développé. Donc, on a fait une analogie socio-économique. On s'est rendu compte que, avec, disons, le manque d'accès à l'électricité, par ricochet, cela conduit au retard du développement socio-économique de l'Afrique. Alors, si on veut inverser la tendance, il est aujourd'hui urgent et primordial qu'on développe le taux d'accès à l'électricité, qu'on mette en place des politiques aujourd'hui d'approvisionnement en électricité pour toutes les populations africaines. Maintenant, je vais revenir au cas de la Guinée. En Guinée, d'après les statistiques de 2021 de la Banque mondiale ou de, l'Agence internationale de l'énergie, on estime environ un taux d'accès global de 40% d'accès à l'électricité. Ça veut dire plus de la moitié de la population encore n'a pas accès à l'électricité. Mais moi, ces statistiques, je les prends avec pincette. Pourquoi ? Parce qu'il est dit que l'accès universel à l'électricité ou l'accès se définit comme une fourniture stable et durable à l'électricité. Mais si vous avez des interruptions de plusieurs heures, cela réussit à dégrader les indicateurs d'accès à l'électricité. Donc c'est ce qui se passe aujourd'hui dans notre cas. Et il est urgent aujourd'hui d'inverser la courbe pour avoir un accès de 100% de la population. Et d'ailleurs, il y a des objectifs de développement durable qui préconisent à ce que toutes les populations aujourd'hui aient un accès universel à l'électricité à l'horizon 2030, qu'on a récemment amené à l'horizon 2035, parce qu'on s'est rendu compte qu'on ne peut pas atteindre ces objectifs. Alors on constate avec regret un délestage total qui était pourtant devenu un mauvais souvenir pour les Guinéens qui refait surface. Selon vous, aujourd'hui, qu'est-ce qui explique cela ? Il est aujourd'hui réel de constater que, notamment à Conakry et dans certaines villes de l'intérieur, au retour de délestage d'électricité, notamment constaté entre 6h, 7h du matin, et jusqu'à notamment en soirée. Et il y a des zones où même en soirée, l'électricité se fait encore, l'absence de l'électricité continue à se faire sentir. Oui, c'est un constat, mais je m'en vais vous dire que ce constat, disons, cette réalité vient de plusieurs actes en amont. Notamment, vous savez, l'industrie énergétique est très 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 rigoureux et, si vous voulez, très très pertinent. Dans la mesure où l'énergie électrique ne se stocke pas en quantité, c'est-à-dire c'est pas comme un seau d'eau ou bien quand vous avez un réservoir dans la maison où vous pouvez remplir pendant une journée et après vous pouvez l'utiliser pendant 3 jours. L'énergie électrique, au même moment, elle est produite dans les centrales électriques, au même moment, les abonnés le consomment. Et dès que la production s'arrête ou la pollution est réduite dans les centrales, au même moment, les abonnés ressentent, disons, le délestage. Alors, la Guinée, avec tout le potentiel qu'on possède, d'après plusieurs études qu'on a fait, qu'on est en train de faire, la Guinée regorge un potentiel hydroélectrique de 6000 MW de puissance installée et une énergie garantie d'environ 19 000 GWh par an. C'est ce qu'on peut obtenir à partir des différents cours d'eau qu'on a en Guinée. On a environ 1100 cours d'eau aujourd'hui en Guinée et on peut produire toute cette énergie. Pour vous donner une idée, une preuve, Caleta et Swapiti, Garafiri, ensemble, produisent moins de 3300 GWh d'énergie par an. Et si on a toutes nos sources hydroélectriques, on peut produire environ 19 GWh. Ça veut dire que
on a un potentiel énorme et ce potentiel représente environ 25% du potentiel hydroélectrique de la CEDEAO, de l'Afrique de l'Ouest. Justement. Ok. Oui. On vient au deuxième rang après le Nigeria. Malheureusement, à date aujourd'hui, en 2024, on a mis en valeur moins de 15% du potentiel. Moins de 15% a été mis en valeur, c'est-à-dire avec Swapiti, Kaleta, Garafili, Grande Chute, Donkea, etc. On est à moins de 15% du potentiel mis en valeur. Donc il reste environ 75% du potentiel dont on n'a même pas mis en valeur. Ouais. Avec Amaria, avec Tiopo, avec Kogon, avec Kokotamba, avec Franco-Ledu Kobedou, avec Gozo. On a plein de sites en Guinée, mais malheureusement, on ne les met pas en valeur. Jusqu'à date, plus de 60 ans aujourd'hui d'accession à l'indépendance, on n'arrive pas encore à construire notre potentiel. Donc c'est un paradoxe. On ne devait pas manquer d'électricité parce qu'on a le potentiel. Dame Nature nous a vraiment servi. Ils disent que la Guinée est un château d'eau d'Afrique de l'Ouest. Donc, en s'inspirant de cela, Dame Nature nous a vraiment servi. Il suffit juste qu'on mette en place un processus de mise en valeur du potentiel pour qu'on ait l'électricité de manière durable et pérenne. Maintenant, ce délestage peut entraîner quoi comme conséquence sur la population? Oui, les conséquences du délestage sont énormes. Elles se situent à deux niveaux, comme vous venez de dire. D'abord pour la population. La population, je vais prendre le contexte domestique, c'est-à-dire quand vous êtes à la maison, c'est une consommation domestique. Donc tous les appareils qui vous entourent, je vais parler d'un exemple de la télévision, de l'air conditionné, du ventilateur. Et madame, quand elle veut faire la cuisine avec le réchaud, elle ne peut pas le faire parce qu'il n'y a pas d'électricité. Et l'obscurité la nuit, vous voyez que tout le quartier est obscur parce qu'il n'y a pas d'électricité. C'est une source d'insécurité. Et aussi, la télévision, vous ne pouvez pas suivre vos émissions, vous ne pouvez pas utiliser le fer à repasser. Effectivement, les enfants veulent réviser, ils ont du mal à réviser. Donc, tout ça, c'est des conséquences aujourd'hui qu'on connaît. Disons comme les conséquences du délestage de manière domestique. Mais d'une part, mais d'autre part aussi, quand vous prenez les unités industrielles, quand vous prenez une unité industrielle qui fait le ciment, qui n'a pas d'électricité, donc la productivité va s'arrêter. Quand vous prenez une unité de transformation qui fait des seaux, qui fait une usine de montage, par exemple, d'accessoires, de téléphone, ne peut pas faire. Quand vous prenez un centre de prestation, on doit faire des saisies, on doit faire des traitements de texte, on ne peut pas le faire. Quand vous prenez, disons, un restaurant qui doit faire à manger, qui doit garder la nourriture chaude, elle ne peut pas le faire. Quand vous prenez un supermarché qui doit conserver les produits laitiers, les produits, etc., il ne peut pas le faire. Donc les conséquences aujourd'hui sont incommensurables aujourd'hui pour les populations. Ça, c'est dans le cadre de vie. Vous comprenez? Mais aussi, il existe aussi les conséquences aussi pour le gouvernement, notamment le ministère de l'Énergie, parce que elle a un objectif à atteindre, c'est qu'on s'est fixé horizon 2035 pour donner l'électricité à toute la Guinée. Donc ça, c'est un recul si on n'arrive pas à fournir l'électricité. Donc il y a des indicateurs aussi pour EDG qui, quand il n'y a pas d'électricité, ne peut pas vendre. Parce que EDG vend de l'électricité aux consommateurs. Donc si elle ne fournit pas d'électricité, les consommateurs, en contrepartie, ça fait un manque à gagner à EDG. Parce que l'énergie que tu n'as pas fournie aux consommateurs, tu ne peux pas le facturer. Vous comprenez? Ça, c'est aussi les conséquences pour EDG. Et aussi, ça retarde la Guinée dans l'objectif du développement durable des Nations Unies. Horizon 2030, ça retarde la Guinée. Mais aussi, ça dégrade des indicateurs qu'on appelle SAIDI, SAIFI, c'est-à-dire la durée moyenne de coupure par jour. Si on doit avoir 2 heures de coupure, maintenant on a presque 12 heures de coupure aujourd'hui. Ça c'est un recul pour les performances de la compagnie nationale d'électricité. Il y a aussi SAIFI qui est le nombre d'interruptions. Si c'est une interruption par semaine, maintenant on a des interruptions matin et soir. Et voilà, donc on est en train vraiment de perdre en crédibilité, on est en train de reculer avec ces délestages. Bien. À votre avis, M. Koulibaly, que doit faire l'État pour remédier ce problème de délestage qui ne dit pas son nom? Il existe des solutions, mais je m'en veux vous dire que ce n'est pas en un clin d'œil ou en un tapement de doigts qu'on peut fournir l'électricité à tout le monde
pendant tout le temps. J'explique. Quand vous avez une infrastructure qui produit de l'électricité, actuellement en Guinée, c'est le plus grand centre de production d'électricité, c'est le barrage de Swapiti. Vous comprenez? Donc, Swapiti, il a coûté environ 1,4 milliard de dollars. Mais, même si vous emmenez cet argent tout de suite, vous ne pouvez pas réaliser un barrage en 1 ou 2 mois. C'est ce que je suis en train de dire. Donc, quel que soit l'argent que vous avez, la construction d'un barrage prend minimum 4 ans. Vous comprenez? Donc, par exemple, en 2024, on a des coupures d'électricité. Même si le gouvernement décide tout de suite de sortir de l'argent pour réaliser Kukutamba, pour réaliser Fomi, c'est pas en 6 mois. Ça va finir quand même. ça va pas finir en 6 mois. Donc, il y a un temps que ça prend. Ça, c'est le côté hydroélectrique. Mais le côté thermique, on peut aller un peu plus vite. En 1 année, on peut construire une centrale thermique. Donc, ça veut dire en 1 mois, on ne peut pas le faire. Donc, par conséquent, nous devons avoir ce qu'on appelle une planification dans la construction, dans le développement des infrastructures énergétiques. Donc, on a un plan à court terme, à moyen terme et à long terme. Donc, les acteurs aujourd'hui, le ministère de l'Énergie, disons l'autorité de régulation de l'électricité, l'entreprise en charge de la commercialisation de la distribution, doivent procéder à une planification, à une projection. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, on a eu l'électricité pendant un moment. Vous avez dit que oui, on a eu l'électricité. Mais un moment aussi, on n'arrive pas. Parce que la demande est croissante. C'est-à-dire, si Conakry, il y a 30 ans, il y a 40 ans, s'arrêtait peut-être à 36, il n'y avait pas d'habitude. Mais aujourd'hui, Conakry et Kindia presque font une ville. Conakry, Forêt-Carré font une ville. Conakry jusqu'à Tanene, ça fait presque une ville. Donc, c'est des charges. C'est des consommateurs qui se rajoutent justement à la consommation actuelle. Donc, les autorités doivent toujours être dans la projection, dans l'avenir, dans la planification à long terme. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, on n'a pas suffisamment investi dans les sources de production. Et avec la sécheresse qui tape de plein fouet nos barrages, notamment Swapiti, Garafiri, Kaleta, on n'a pas suffisamment d'eau aujourd'hui pour produire l'électricité. Donc c'est un phénomène aussi dont je tiens à vous rappeler. Il faut que nous procédons au reboisement massif des berges de cours d'eau pour pouvoir entretenir, pour pouvoir pérenniser nos ouvrages hydroélectriques, mais aussi continuer à investir dans les sources de production, notamment hydroélectriques, dont la Guinée est vraiment bien servie par la Dame Nature. Bien. Aimables téléspectateurs, vous êtes dans votre émission Roya Politique qui reçoit pour vous comme invité M. Moussa Koulibaly. Il est spécialiste en question électricité. M. Koulibaly, on ne va pas vous lâcher d'abord. La toute dernière question. Selon vous, est-ce les barrages construits par nos anciens régimes n'ont pas été un échec vu qu'on ne voit pas de rendement? Non, moi je ne vais pas, je vais pas voir les choses de cette manière. Moi je suis spécialiste en énergie électrique. J'ai travaillé dans les barrages, notamment j'ai travaillé à Swapiti, j'ai travaillé à Kaleta. Je ne vois pas les choses comme ça. Ces barrages ont été très bien réalisés. Ces barrages ne souffrent d'aucune anomalie. Alors, vu qu'on n'a pas aujourd'hui de courant électrique à suffisance, oui. avec tous ces barrages-là, qu'est-ce qui explique cela? Voilà. La Guinée a commencé à construire, on a construit le premier barrage hydroélectrique en Guinée en 1953, qui s'appelle le barrage des Grandes Chutes, qui fait 27 MW. Quand vous prenez aujourd'hui le réseau interconnecté de Conakry, le système interconnecté de Conakry, qui va de Conakry jusqu'à Labé, qui va jusqu'à Boké. Aujourd'hui, on fait un réseau unifié. Environ, je l'ai dit dans mes émissions précédentes, environ 80-85% de l'électricité qu'on consomme vient des barrages hydroélectriques. Notamment aujourd'hui Swapiti, Kaleta et Garafiri. Alors, ce qui se passe aujourd'hui, on a eu une baisse drastique d'eau dans les barrages, notamment Swapiti. À l'heure actuelle où je vous parle, Swapiti est à environ moins de 50% du stockage d'eau. C'est-à-dire on a déjà consommé plus de 50% du stockage d'eau de Swapiti. Alors, qu'est-ce qui se passe? Lorsque Swapiti fonctionne, Swapiti a 4 groupes
qui font 112 MW. Au total, on a environ 450 MW. Lorsque Soit-Petit fonctionne avec les 3 groupes, chaque turbine prélève de l'eau dans le barrage. Environ, les turbines, 200 mètres cubes d'eau sont prélevés par turbine, par seconde. Donc les 3 turbines environ, tu as un prélèvement d'eau du barrage. Alors qu'en amont, on est en période de saison sèche, qu'on appelle l'étiage, il n'y a pas de pluie. Notamment, le Soit-Petit est construit sur le fleuve Concouré, qui prend sa source au Fouta-Diallo. Il a des affluents, le Kokolo, le Kakrima et le Badi. Mais il n'y a pas d'apport d'eau en amont dans le fleuve, parce que c'est la saison sèche, il ne pleut pas. On est en train de, avec la déforestation, avec la destruction des berges de cours d'eau, avec la destruction des têtes de source, il n'y a plus d'apport d'eau. Donc l'eau qui vient est inférieure à la quantité d'eau qu'on prélève dans le barrage. Donc ça a entraîné une baisse du niveau du barrage. Soit-Petit produit la grande partie de l'électricité qu'on consomme. Donc pour atténuer la baisse rapide du niveau de l'eau, on est en début d'étiage, on est en février, il reste encore plusieurs mois de saison sèche. Donc on a procédé à arrêter le groupe de Soit-Petit la journée pour réduire la consommation d'eau, parce qu'on n'en a pas en ce moment beaucoup. Donc si on continue à consommer comme ça, dans le mois de février-mars, on sera obligé d'arrêter Soit-Petit totalement parce qu'il n'y aura plus d'eau. Donc les autorités ont décidé, avec CW qui exploite Soit-Petit, avec EDG qui gère le dispatching, avec le ministère de l'Énergie, un plan de production. Mais malheureusement pour nous, lorsque Soit-Petit et Caleta réduisent leur production le matin, c'est pour ça qu'on coupe la haute banlieue, tout le monde et l'intérieur du pays. Maintenant, au même moment, on devait avoir des centrales thermiques ailleurs pour pouvoir prendre le relais pendant que les hydrauliques sont à l'arrêt. Là, vous serez là-bas, vous n'allez pas sentir de délestage. Les dames, le courant permanemment, parce que les centrales thermiques ont pris le relais. Ou la deuxième solution, c'est qu'on ait des lignes d'interconnexion internationales. L'OMVG, par exemple, la CLSG. Si la Côte d'Ivoire a un excédent, on dit à la Côte d'Ivoire, bon, donc on n'a pas suffisamment de production dans le barrage. Donc à partir de 8 heures, on va arrêter les barrages. Donc est-ce que vous pouvez nous produire environ 300 MW, 400 MW entre 8h et 18h pour qu'on continue à alimenter les abonnés. Mais malheureusement, les projets d'interconnexion sont avancés, mais aujourd'hui, ce n'est pas encore viable. Il faut des contrats d'achat, il faut des contrats d'exportation, il faut des contrats d'importation d'énergie. C'est ce qui n'est pas encore fait. Alors, la dernière solution aujourd'hui qui peut aider, c'est de faire recours à une centrale thermique flottante, comme le bateau qui était là, KPS. Ça peut être une solution, parce que dans le bateau, la centrale est déjà prête à fonctionner. Il y a tous les auxiliaires, les boosters, les séparateurs, les tanks d'huile, les tanks de carburant. C'est prêt à fonctionner. Et c'était déjà là, c'est parti l'année passée. On avait un bateau de 120 mètres. Donc la solution aujourd'hui, urgemment, parce qu'on est face à une crise là. Donc urgemment, en un mois de négociation, on peut avoir le bateau qui peut venir se raccorder au réseau et produire l'électricité pour pouvoir combler le déficit. C'est là aujourd'hui l'une des solutions urgente aujourd'hui qui peut combler le déficit énergétique qu'on connaît actuellement. Bien. Monsieur Koulibaly, si vous avez un dernier message, nous sommes pratiquement d'ailleurs à la fin de cette émission. Allez-y. Merci pour l'opportunité. Notre pays, la Guinée, à mon avis, ne mérite pas. On ne peut pas justifier aujourd'hui, au XXIe siècle, qu'on n'ait pas d'électricité. Mais le mal, il est déjà fait. Donc, les solutions existent. Donc j'exhorte les autorités, à savoir toutes les autorités en charge, tout ce qui a un pouvoir, à savoir le président de la République, le ministère de l'Énergie, la direction nationale des DG, toutes les autorités, l'autorité de régulation de l'eau et de l'électricité, de se donner la main et de s'asseoir pour mettre en place un plan national de développement énergétique à court, moyen et long terme. Et veiller à ce qu'on applique ce plan. Et même à la fin de ce régime, le régime qui va arriver, on met en place un plan qui ne dépend pas d'un régime. Un plan sur 10 ans, 20 ans, 30 ans, que quel que soit le régime qui arrive, il suit ce protocole, il suit ce développement énergétique. Donc on se dit par exemple, Amaria, par exemple moi je l'avais déjà dit dans mon livre dont je vais parler, j'avais dit que si 2025 trouve qu'on n'a pas mis en service Amaria, on aurait eu les délestages. Donc 2025 n'est même pas arrivé, 2024 on a eu les délestages. Ça commence à se ressentir. Voilà. Donc c'est un problème. Il faut que Amaria soit développé. D'abord, d'après mes analyses, il faut que chaque 5 ans, d'après l'accroissement de la demande, chaque 5 ans, il faut qu'on inaugurise un barrage comme Caleta, environ 240 MW, chaque 5 ans. Parce que la charge va arriver. On a raccordé Bokeh comme ça, bientôt on va raccorder Sangaredi, et après bientôt on va faire la ligne Guinée-Mali, donc Sigiri Kankan vont se retrouver sur le réseau interconnecté. Donc la demande est croissante.
Plusieurs localités de la Guinée n'ont pas d'accès. Donc il est temps aujourd'hui de mettre en place urgemment et de manière méthodique un plan de développement énergétique à court, long, moyen terme pour que la Guinée soit considérée aujourd'hui pas seulement exportateur de bauxite, et bientôt on va être exportateur de fer, mais si on met bien ce plan en marche, la Guinée aujourd'hui peut être exportateur d'hydroélectricité, d'électricité. Et on va se faire tellement d'argent, tellement de revenus avec cette exportation qui sera même supérieure à ce qu'on gagne dans la bauxite actuellement. Merci, M. Coulibaly. Aimables téléspectateurs, ainsi s'achève votre émission Oroya Politique. Merci à tous de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine avec un autre invité. Et bonsoir chez vous.